vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vincianisme 56, ouais. Dans cette émission radiophonique, en accord avec mes obsessions, je continue de penser et remettre en question la notion d'individualité et de subjectivité humaine qui d'ailleurs produit toute forme d'appartenance identitaire, intervenant ainsi dans toutes les séparations, les scissions, les murs, les remparts des idées préconçues, les séparatismes entre les êtres humains pourtant si semblables mais se querellant jusqu'au schisme sur toute l'étendue du globe. Non, la Terre n'est pas plate, assurément, n'est-ce pas? L'individu ne se ressemble pas, n'est-ce pas? Le concept d'individualité suggère que l'être humain, loin d'être une entité autonome et homogène, est composé de multiples dimensions, influences et appartenances. J'ai dit ça, je crois, plusieurs fois déjà. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de cheminer avec Radio S'enchaîne et plus particulièrement avec Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, accompagné de notre immuable devise « Aimer, comprendre, agir ». Tout en sirotant nos tisanes philo, mais je vous avertis, aujourd'hui, notre randonnée sera plus longue que d'habitude. D'un point de vue philosophique, on pourrait relier les concepts d'individualité à plusieurs courants de pensée. La première qui s'impose à moi est la pensée de Martin Buber. Je cite ci-après le passage entier de la revue en ligne Cairn Info Sciences humaines et sociales. C'est la revue numéro 47 qui a été publiée en 2016 dans l'extrait initial de l'article intitulé « Martin Buber, philosophie de la relation » par Robert Mizrahi. De Martin Buber, on pourrait dire qu'il est essentiellement le philosophe de la réciprocité. Rarement cité, il est pourtant à l'origine d'une attention toute particulière accordée à la problématique de l'autre dans les philosophies du XXe siècle. Publié à Heidelberg en 1923, le jeu et tu, ich und du, suscita, influença ou accompagna les réflexions de Husserl sur la coexistence des intentionnalités, celle de Scheller sur la sympathie, celle de Jasper sur la communication, de Heidegger sur le Mitsein, de Sartre sur le pour autrui et de Lacan sur l'autre. Si tous n'ont pas forcément lu ou médité Martin Buber, chacun au moins, par son cheminement autonome, exprime l'importance primordiale de la réflexion sur l'autre. Notamment Emmanuel Levinas, qui publie un entretien avec Buber sur le dialogue. Chez Levinas, la philosophie du visage comme signe divin fait écho à la doctrine buberienne du face-à-face. Plus précisément, le philosophe de la création poétique et de la vérité scientifique Gaston Bachelard sait dire le centre incandescent de l'œuvre de Buber, et cela précisément dans la préface au jeu et tu. Il faut avoir rencontré Martin Buber comprendre dans le temps d'un regard la philosophie de la rencontre, cette synthèse de l'événement et de l'éternité. Alors on sait d'un seul coup que les convictions sont des flammes et que la sympathie est la connaissance directe des âmes. C'est ici qu'intervient la catégorie buberienne la plus précieuse, la réciprocité. Et évidemment, la psychanalyse freudienne a donné son apport en parlant de la fragmentation du sujet. Freud a eu le mérite de dévoiler une conception de l'humain fondamentalement fragmentée, démontrant que l'individu n'est jamais une entité homogène, mais plutôt le théâtre d'un jeu de force entre le moi, le soi et le surmoi. Cette vision dynamise l'idée que l'être humain échappe à toute tentative de fixation identitaire définitive. L'individu se construit à travers un enchevêtrement de pulsions contradictoires, de conditionnements culturels et de rapports sociaux auxquels s'ajoutent, selon ma perspective, des influences évolutionnistes et biologiques. Cette pluralité interne fait de je un autre, un être multiple, insaisissable dans les cadres figés que voudraient imposer certains référents identitaires.
Après, bien sûr, il y a la philosophie déconstructiviste de Derrida et la pluralité du sujet. Donc Derrida remet en question l'idée d'un sujet figé et unifié, démontrant que l'identité individuelle est toujours en mouvement, traversée par des jeux de langage, des systèmes de pensée et des structures sociales qui la façonnent. Le sujet n'est jamais stable, mais un être pluriel, éclaté dans des flux et des contradictions qui le rendent insaisissable. Ainsi, l'identité ne saurait être une névrose de l'individualité figée, mais plutôt une dynamique de déconstruction permanente, où chaque tentative d'unification se trouve aussitôt subvertie par de nouvelles influences et reconfigurations. Loin de constituer une essence fixe, elle se révèle comme une multiplicité en perpétuelle transformation, échappant à toute assignation définitive. Et évidemment, il y a aussi la contribution de Lévi-Strauss dans son anthropologie structurale, où il révèle combien l'individu, loin d'être une entité autonome et unifiée, est toujours déjà pris dans des systèmes culturels, des mythes et des structures sociales qui le précèdent et l'organisent. Ce que nous appelons individu n'est donc jamais une monade souveraine, mais une intersection mouvante de discours, d'appartenance et d'influence qui le traverse et le constitue. Ainsi, le je ne peut être conçu comme une essence indépendante, mais bien comme un point de convergence d'histoire, de langage et de rapports de force qui lui préexistent. La subjectivité devient alors un espace d'interaction, un lieu où s'exprime une multiplicité irréductible, échappant à toute tentative de fixation définitive. Bien sûr, je me répète, mais c'est le but de ces émissions radiophoniques. Si l'individu humain est dès le départ plusieurs, cela signifie que notre existence est faite d'altérité, de négociations et de tensions entre nos différentes facettes. Nous sommes à la fois influencés par notre héritage biologique, notre histoire personnelle et collective, nos interactions sociales et les discours et récits qui nous traversent. Cette vision déconstruit l'idée occidentale de l'individualisme qui suppose un je stable et indépendant. Elle invite à repenser l'identité comme un phénomène dynamique, relationnel et fondamentalement changeant. Si l'individu humain est intrinsèquement pluriel, cela transforme radicalement notre manière d'appréhender l'identité. Voici quelques implications majeures. L'identité comme construction dynamique et interdépendante, plutôt qu'une essence figée, donc l'identité se révèle comme un processus en perpétuelle évolution. Nous oscillons entre différentes facettes de nous-mêmes selon le contexte, les relations et les expériences dans un mouvement incessant de transformation. Cette fluidité, loin d'être une fragilité, constitue une force libératrice, car elle permet une réinvention continue de notre être sans s'accrocher à une pancarte identitaire immuable. Cette impermanence et cette interdépendance rappellent la pensée du philosophe bouddhiste Nagarjuna, qui démontre que toute entité, y compris le moi, n'existe jamais en soi, mais toujours en relation avec ceux qui l'entourent. De même, notre identité est le produit d'un tissage complexe entre héritage culturel, éducation, relations et expériences personnelles. Ce que nous appelons moi n'est donc pas une entité autonome, mais une mosaïque vivante d'influences qui interagissent, se déconstruisent et se recomposent sans cesse. Évidemment, il y a une illusion de la cohérence du jeu. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette émission. Nous cherchons instinctivement à nous percevoir comme des êtres unifiés et cohérents. Pourtant, cette pluralité révèle le caractère fragmenté de notre existence. Nos émotions, pensées et comportements s'entrelacent parfois dans des contradictions qui, loin d'être des failles, incarne la richesse et la complexité de l'expérience humaine. C'est donc une identité fondamentalement relationnelle. Si nous sommes plusieurs, alors notre existence prend sens essentiellement à travers nos interactions avec autrui. Nos identités se tissent et se transforment continuellement sous l'influence des regards, des discours et des dynamiques sociales qui nous traversent.
Loin d'être une essence figée, le jeu apparaît comme un espace mouvant, toujours en construction, façonné par la résonance du monde qui l'entoure. Accepter cette pluralité revient à interroger notre conception de la responsabilité. Si nous sommes traversés par des forces multiples et des voies diverses, dans quelle mesure pouvons-nous réellement revendiquer la pleine maîtrise de nos choix? Cette réflexion, loin d'être une remise en cause de notre liberté, ouvre au contraire des horizons libérateurs. Jamais totalement enfermés dans une identité rigide, nous gardons toujours la possibilité de nous réinventer. Finalement, cette vision nous invite non pas à figer notre être dans une unité illusoire, mais à embrasser la richesse de notre diversité intérieure. Elle nous appelle à une approche plus fluide et inclusive de l'existence, où l'identité se façonne dans le mouvement et la transformation, plutôt que dans la quête d'une fixité rassurante, mais artificielle. Plusieurs philosophes ont exploré l'idée selon laquelle l'individu est fondamentalement pluriel, composé de forces, influences et tensions qui le dépassent. Voici quelques figures majeures. J'espère pas vous ennuyer, mais c'est important pour une fois dans une émission, j'amène mes vraies préoccupations. Friedrich Nietzsche remet en question la notion d'un sujet fixe et stable. Il développe l'idée que l'individu est traversé par des impulsions multiples, parfois contradictoires. Sa conception implique une transformation constante de soi, une négociation entre plusieurs forces internes plutôt qu'une identité figée. Henri Labourite nous invite à abandonner l'illusion d'une identité fixe et souveraine pour reconnaître l'individu comme un être traversé par des conditionnements biologiques, sociaux et culturels. Si nos comportements et nos choix sont façonnés par une multitude de déterminismes, peut-on réellement revendiquer une pleine maîtrise de nos décisions? Mais loin d'être un constat fataliste, cette réalité ouvre une brèche vers une liberté singulière, celle de la lucidité. Comprendre que nous sommes le produit d'interactions complexes ne signifie pas renoncer à toute autonomie, mais plutôt la redéfinir. Il ne s'agit plus d'une liberté illusoire qui prétend s'affranchir des influences, mais d'une liberté dynamique qui naît de la connaissance de nos propres déterminismes et de notre capacité à les réinterpréter. Ainsi, plutôt que moi figé, nous sommes des trajectoires en devenir, des êtres aux identités plurielles en constante adaptation. Cette approche qui embrasse la diversité intérieure plutôt que de la réduire en essence immuable nous invite à cultiver une posture fluide face à l'existence, une manière d'habiter le monde avec la souplesse nécessaire pour traverser ces contingences sans jamais nous y enfermer. Michel Foucault remet en cause l'idée d'un sujet autonome en analysant la manière dont les institutions, le pouvoir et les discours organisent l'identité individuelle. Il montre que nous sommes constamment influencés par des structures sociales qui définissent ce que nous croyons être. Gilles Deleuze va encore plus loin en affirmant que l'individu est un devenir plutôt qu'une essence fixe. Il critique la vision traditionnelle d'une subjectivité unifiée et met en avant l'idée que nous sommes des assemblages d'intensité, de désirs et de relations qui évoluent en permanence. Édouard Glissant introduit la notion de pensée du tremblement et de créolisation, qui insiste sur le fait que l'identité est toujours hybride, façonnée par des rencontres et des métissages culturels. Pour lui, l'individu est fondamentalement pluriel, marqué par l'altérité et les échanges. Ces penseurs nous invitent à voir l'identité non pas comme une entité fixe et monolithique, mais comme un processus ouvert, relationnel et mouvant. Nous allons essayer d'explorer ces mêmes courants plus en profondeur. Donc, on continue. Nietzsche et la multiplicité des forces internes. Nietzsche considère l'individu comme un champ de bataille entre différentes volontés et instincts. Par exemple, dans Ainsi parlait Zarathustra, il oppose l'homme du ressentiment qui se soumet aux valeurs morales établies au surhomme qui lui transforme et dépasse ses forces pour créer sa propre existence. Cette opposition montre que l'individu n'est jamais un tout homogène, mais un être traversé par des tensions, un désir de dépassement
et soumission aux normes. Freud et la division du psychisme qu'on a évoqué avant. Dans l'interprétation des rêves, Freud illustre la pluralité de l'individu en expliquant que notre psychisme est structuré par 3 instances. Le ça, pulsion primitive, le moi, une instance rationnelle, et le surmoi, c'est les normes sociales intériorisées, la police quoi. Un exemple classique est celui des conflits internes où une personne désire faire quelque chose, ça, mais ressent de la culpabilité sur moi, et son moi tente alors de trouver un compromis. Cela montre que nous ne sommes jamais une identité unique et stable, mais le résultat d'une lutte en différentes forces internes. Lacan, lui, dans la construction du jeu par le langage, en fait, il explique dans son concept du stade du miroir que l'enfant ne se reconnaît comme un sujet qu'en adoptant une image de lui-même construite par le regard des autres. Cette idée est illustrée dans les relations humaines. Nous nous définissons en fonction des discours que nous recevons et des identités que nous adoptons dans différents contextes, famille, travail, société. Foucault, lui, il parle de la pluralité imposée par les structures de pouvoir. Et dans son ouvrage « Surveiller et punir », il montre comment les institutions, écoles, prisons, hôpitaux façonnent l'individu en imposant des normes et des comportements. Un exemple frappant est la manière dont le système carcéral transforme les prisonniers en délinquants à travers des mécanismes de surveillance et de contrôle. L'individu n'existe pas indépendamment de ces structures, il est le produit de forces sociales qui l'organisent et le définissent. Deleuze, lui, rejette l'idée d'un individu fixe et propose une vision où chaque personne est un devenir, comme on l'a dit avant, et constamment en transformation. Dans 1000 plateaux, coécrit avec Félix Guattari, il prend l'exemple du rhizome. C'est une plante, une racine qui se développe sans structure centrale, avec des connexions multiples et imprévisibles. Pour Deleuze, l'humain fonctionne pareillement. Nous sommes traversés par des influences diverses, nous changeons selon les situations, nous nous récomposons sans cesse. Évidemment, on revient avec Édouard Glissant et son identité créolisée. Donc, Glissant illustre la pluralité identitaire à travers la notion de créolisation, notamment dans les sociétés caribéennes où plusieurs cultures se mêlent et se réinventent constamment. Il prend l'exemple des langues créoles qui naissent du mélange de plusieurs langues et ne sont jamais figées, évoluant en fonction des échanges et des influences. Cela montre que l'identité est toujours un mouvement enrichi par l'altérité. C'est ce qu'on va répéter sans cesse dans toute cette émission. Chacun de ces penseurs montre que l'individu est un être éclaté, un devenir façonné par des forces internes et externes. Cette pluralité de l'individu a des implications profondes sur l'éthique, car elle remet en question certaines notions classiques du bien, du mal et de la responsabilité. Voici quelques pistes pour comprendre cet impact. Une éthique fondée sur la complexité plutôt que sur des principes fixes. Voilà le but de cette émission, de le partager avec vous. Si l'individu est pluriel, alors son rapport à l'éthique doit tenir compte de cette complexité. Il devient difficile d'appliquer des normes morales rigides à des êtres en constante évolution. Une approche plus flexible et situationnelle de l'éthique s'impose, où les choix sont adaptés aux circonstances et aux différentes facettes de l'identité humaine. La remise en question de la responsabilité individuelle s'ensuit. Si nous sommes traversés par des influences multiples, pouvons-nous vraiment être totalement responsables de nos actions? Cette question se retrouve dans la psychanalyse, Freud, et la philosophie postmoderne, Foucault-Derrida, qui montre que nos décisions sont souvent le produit d'influences inconscientes, sociales ou institutionnelles. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner toute notion de responsabilité, mais plutôt que nous devons la concevoir comme une négociation entre plusieurs forces plutôt qu'un choix purement autonome. Et là, il faut penser à l'ouverture vers une éthique relationnelle. On revient bien sûr à Martin Buber dans son livre « Je tue » que je conseille à la lecture. Puisque l'individu n'existe jamais seul,
Mais toujours en relation avec l'autre, l'éthique ne peut être purement individualiste. Elle doit tenir compte des interactions et de la manière dont nos décisions affectent autrui. C'est ce que défendent des philosophes comme Emmanuel Lévinas qui voient l'éthique comme une responsabilité envers l'autre, plutôt qu'une simple question de règles ou de principes abstraits. On s'approche de la fin de cette émission. C'était voulu qu'elle soit un peu longue et engageante, mais c'est un peu toutes mes recherches des dernières années. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, au fil de ces vincianismes, toujours en compagnie de Jean-Luc Ardit et la technique et moi-même au micro, nous poursuivons comme point de mire une pensée tolérante et inclusive dans n'importe quel thème que nous abordons. J'encourage une éthique qui prend en compte la diversité des parcours et des expériences humaines, plutôt que de juger les individus selon des standards rigides. Le bien et le mal ne sont pas des catégories fixes, mais des dynamiques en mouvement. L'éthique devient alors une quête de transformation et d'affirmation de la vie, de la joie de vivre, plutôt qu'un simple respect de normes. Je pense évidemment à l'éthique de Spinoza, où il définit avec le terme latin conatus comme l'effort par lequel chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Le conatus permet à Spinoza de caractériser l'homme par le désir et selon moi par l'identité libérée de son côté unidimensionnel, entièrement fabriqué par les préjugés humains, pour devenir source de vitalité et pour appeler à notre secours Albert Camus, articulé comme lui toute vie en 3 dimensions, l'absurde, la révolte et l'amour. Et de façon plus contemporaine avec Emanuele Dattilo dans son livre intitulé « La vie heureuse » où il explore cette sensation la plus simple et la plus élémentaire qui soit, la sensation d'être vivant qui peut provoquer le bonheur le plus intense. Quoique très familière, cette sensation n'en reste pas moins le plus souvent inaperçue, comme endormie dans notre vie quotidienne. Reconnaître dans chacun de nos gestes la vie qui est vivante, c'est entrer dans une dimension où nous apprenons à désirer directement le bien. Nous apprenons à désirer directement le bien. Alors, au revoir. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.